Bonjour Marine, bienvenue. Installez-vous. « 10 novembre 2020, 15 heures, je passe la porte de la maison médicale dans laquelle se trouve aussi ma médecin générale, mais cette fois-ci j'y vais pour voir une psy. C'est la première fois que j'allais voir quelqu'un, j'avais 22 ans. Et après 5 séances seulement, on a mis le doigt sur le fond du problème et elle m'a recommandé de faire de l'EMDR pour régler mon trauma. Aujourd'hui, je fais un épisode de podcast sur le sujet, mais en 2020, juste après le tout premier confinement, le fait d'aller consulter un ou une psychologue se démocratisait à peine. La thérapie, elle a été plus que bénéfique pour moi, mais aussi pour d'autres personnes de mon entourage. Elle m'a permis d'évoluer grandement en peu de temps, de lever le voile sur des incompréhensions, des comportements, des questions qui me travaillaient depuis des années, mais aussi d'améliorer mes relations avec les autres. Cet épisode, ce n'est pas une ode à la thérapie et à tout ce qu'elle peut vous apporter. Mon objectif n'est pas de vous dire d'aller absolument voir quelqu'un parce que c'est génial et magique. Loin de là. Cet épisode, c'est surtout pour vous dire que si vous rencontrez des difficultés, il y a des solutions et le MDR en fait partie. Pour cet épisode, j'ai rencontré Florent Léonard, psychologue et superviseur accrédité EMDR Europe. Il fait partie des 25 superviseurs enfants-adolescents en France, ainsi que Julie et Louise qui vont vous partager leur expérience. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui nous pousse à prendre rendez-vous pour aller voir un psychologue EMDR? Pour Julie, c'est la perte brutale d'un ami. Moi, j'ai perdu un de mes amis des suites d'un accident il y a un peu plus d'un an. J'ai appris la nouvelle par téléphone. Et à ce moment-là, quand je reçois la nouvelle, je suis déjà un peu fragilisée, un peu... Je suis déjà une psy, elle m'accompagne sur voilà, les petits tracas du quotidien, etc. Mais bon, globalement, j'ai un quotidien qui est... ça va assez cool, malgré les petites déprimes. Quand j'apprends la nouvelle, pour moi, le monde s'écroule. En vrai, il n'y a pas d'autre mot, ça fait un peu phrase de film, mais vraiment, le monde s'arrête de tourner. Recevoir cette nouvelle, ça a été un cataclysme dans ma vie. Je n'avais pas du tout les outils pour comprendre, je n'avais jamais vécu le deuil auparavant. Je me suis trouvée complètement démunie face à ce choc-là. Et d'ailleurs, le choc a pris le dessus sur tout dans ma vie. Il était partout où que j'aille. C'est comme si je me traînais ma casserole, quoi, mon boulet. Ça a pris le dessus sur mon comportement dans mes relations amicales, mes relations amoureuses, mon professionnel. Où que j'aille, moi, je me tenais mon monstre un peu par la main. Et la psy qui me suivait avant, du coup, l'apprentissage de cette nouvelle m'a accompagnée sur le chemin de mon deuil et a assez vite compris que l'impact que ça allait avoir sur moi est un peu le double tranchant, c'est-à-dire la tristesse et l'apprentissage voilà, du deuil qui se fait avec de l'aide, mais avec le temps aussi. Et le côté choc, j'étais complètement traumatisée de la nouvelle et de la manière dont je l'ai appris, quoi. Donc, elle m'a conseillé, elle m'en a parlé plusieurs fois. J'ai pas trop relevé au début. La vie est un peu ingrate à ce moment-là parce que malgré le deuil et malgré la tristesse, il faut continuer à avancer, il faut se lever le matin, il faut aller au boulot, il faut aller faire ses courses, surtout quand on vit toute seule comme moi. Et bon, je dirais pas que je suis passée à autre chose, mais je me suis mis en tout cas en mode pilote automatique. Donc je relevais pas trop quand elle me parlait de l'EMDR. Et puis quelques mois plus tard, en fait, j'ai eu une autre copine qui a eu un accident de scooter. Elle était à l'étranger. Accident plutôt grave, mais sont des séquelles qui sont assez lourdes. Mais en tout cas, ces jours n'étaient pas en danger. Elle me l'écrit, elle me le dit par message. On se parle par message depuis l'hôpital où elle se trouve. Et en fait, moi, je ressens
Pareil, il y a tout qui tourne autour de moi, j'ai la poitrine qui s'écrase, je peux plus respirer, il faut que je m'allonge. J'ai du mal à... Je me noie dans un verre d'eau et à ce moment-là, j'ai décidé de passer le cap et de me prendre en main parce que j'avais deux grosses peurs. La première, la première, c'est que ça arrive à quelqu'un d'autre autour de moi, parce que j'ai l'impression que la vie, elle te laisse pas du tout de passe droit. C'est pas parce que tu vis un truc très difficile qu'il peut pas t'arriver la même chose coup sur coup. Donc j'avais vraiment, je ressentais le besoin de pouvoir un peu step up pour être prête un peu au prochain séisme, quoi. Et j'avais aussi très peur que l'un de mes amis vive la même situation que moi et que je sois pas du tout en mesure de l'aider à ce moment-là. Que mon propre traumatisme prenne le dessus un peu sur la situation qu'aurait vécu potentiellement l'un de mes proches. Et, euh, et donc, c'est un peu comme ça que j'ai passé le cap. J'en ai parlé à ma psy. J'ai laissé passer l'été, c'était début juillet, et on l'a fait au retour de l'été, fin août ou début septembre. Pour Louise, ce sont plusieurs relations abusives, maltraitantes et négligentes. J'ai décidé de faire de l'EMDR parce que, je vivais un moment assez compliqué, c'était pendant le confinement. Le confinement où je me suis retrouvée toute seule dans mon 17 m², à Boulogne, où j'ai vécu, une introspection, énorme étant donné que j'étais, la seule personne avec qui je pouvais parler, c'était moi. On pouvait parler par ordinateur, par téléphone, mais c'était pas du tout la même chose et se retrouver seul avec soi-même, ça permet d'apprécier sa propre compagnie, mais également de faire une introspection sur tous les problèmes qu'on n'a pas encore réglés. J'en avais discuté avec ma mère et à ce moment-là, elle avait vu, une dame qui était, psychothérapeute là où elle habite, en Alsace, et elle m'avait donné du coup son contact pour lui parler et pour commencer des séances, et c'est ce que j'avais fait. Donc j'avais commencé des séances, avec elle en visio. Et pourquoi? Parce que principalement à cause de 3 gros traumatismes, que j'ai eu, qu'on avait identifiés ensemble. Le premier, c'était, le traumatisme de l'abandon que j'ai vécu, par rapport à mon père, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu comme ça, comme un abandon parce qu'il s'occupait pas de nous comme moi j'aurais, voulu qu'il s'occupe, de nous comme, un père, lambda qu'on voit dans les films et même, au quotidien avec, ses copines et cetera. Et je l'ai vraiment vécu comme un abandon, et cet abandon-là, il fallait que je le soigne parce que j'arrivais pas à évoluer dans ma relation avec mon père, à cause de ça. Le deuxième, ça a été, mon ex à l'époque qui m'avait, trompée, quitté, et qui s'était mis avec la vieille qui m'avait trompée. Et ça a été vraiment un énorme choc, pour moi parce qu'à ce moment-là, j'avais même été prête à lui pardonner, à continuer la relation. Je pense maintenant que c'est la meilleure des choses qu'il ait fait d'avoir dit non et de m'avoir, laissée. Mais je l'ai vraiment mal vécu corporellement, psychiquement, et cetera. Et le troisième, et je pense le plus important, ça a été par rapport à ma relation avec mon tout premier copain. Je devais avoir, 15-16 ans, et il s'est avéré que un an après la fin de la relation, j'ai compris, heu, trop tardivement malheureusement, qu'il avait abusé de moi de nombreuses, fois pendant nos rapports, sexuels, parce qu'il faisait énormément de chantage affectif, pour avoir, voilà, certaines relations sexuelles avec moi. Et je l'ai vécu très longtemps comme un pas comme un traumatisme, ça a été un traumatisme, pour moi, parce que ça a affecté toute, ma sphère, corporelle, ma vie sexuelle, ma vie perso, mon estime de moi, et tout ça en fait englobé, c'était vraiment un gros traumatisme qui m'affectait au quotidien. Et ces séances en fait, avec cette psychothérapeute, ça a été vraiment l'occasion de régler ces 3 problèmes, qui, ne me permettaient pas d'avancer, dans ma vie. J'ai pas du tout,
cherché à faire de l'EMDR parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas et c'est quelque chose que, entre guillemets, ma psy m'a imposé, mais pas d'une manière négative parce que c'était lors d'une séance en visio, du coup, quand on a commencé. On discutait et tout d'un coup, elle m'a sorti un stylo et elle m'a dit maintenant, suivez le stylo. Et du coup, j'ai suivi le stylo sans vraiment comprendre pourquoi je le faisais. Mais au final, ça a eu un impact, positif, sur moi et après, j'ai pu comprendre en quoi ça consistait. Mais ça c'est pas une recherche que j'ai fait, d'avoir une thérapie par le MDR. Je me suis beaucoup retrouvée dans le témoignage de Julie parce que j'ai moi aussi, lorsque j'étais enfant, dû affronter le deuil, et surtout le choc, de la mort qui survient comme un cataclysme, qui détruit tout en une fraction de seconde. Un accident auquel personne n'était préparé. Une nouvelle que j'ai apprise au téléphone également. Pendant de très longues années, le téléphone fixe de la maison est devenu mon ennemi. Dès qu'il sonnait le soir, que l'un de mes parents allait décrocher et qu'un silence prolongé suivait, mon cœur se mettait à battre très vite. Les larmes montaient toutes seules et je me demandais qui était mort cette fois. En fait, il s'agit de troubles de stress post-traumatique qui peuvent se manifester face à un deuil, à la maladie brutale d'un proche, aux relations abusives, maltraitantes, négligentes, ou après avoir subi un accident, un attentat, une catastrophe naturelle. L'événement reste alors figé dans la mémoire émotionnelle et continue d'avoir un impact négatif dans la vie quotidienne. Dans ces situations, le téléphone ou le portable qui sonne, c'est vraiment... pour moi, c'est l'enfer. C'est le passage où, en un coup de fil, en fait, tu tombes de 1000 étages, quoi. T'as envie de rester devant ton tel et de pas du tout le décrocher. Et en même temps, ça peut juste être, en vrai, ta pote qui sort du bar et qui te demande ce que tu fais. Est-ce que je vous rejoins pour un dernier verre ou pas? Donc, le téléphone qui sonne et tu le regardes, tu fais un peu un face-à-face avec lui sur la table. Ouais, c'est aussi des choses que j'ai ressenties à la suite de ça. Quand j'ai eu l'appel en plus, moi, je passais un méga bon moment, en fait, à ce moment-là. Et du coup, la dualité entre les deux, même parfois on parle d'instinct. Moi, j'adore parler d'instinct, de sixième sens, de voilà, j'ai senti qu'il se passait quelque chose et tout. En vrai, à ce moment-là, moi, j'ai pas du tout senti qu'il se passait quelque chose. Je passais un trop bon moment, aucun problème. J'ai une copine qui m'a écrit pour me parler de ce sujet-là, en me demandant de la rappeler. Et moi, je lui ai vraiment dit, je te rappelle demain, quoi, comme si elle m'appelait pour me raconter sa journée. Et au quotidien, ces petits stimuli, ils se révèlent souvent. Et avant de passer le cap de l'EMDR, moi, j'étais trop souvent en situation d'angoisse, avec des réactions qui, du coup, sont parfois hyper disproportionnées. Les gens autour de toi comprennent pas forcément. Tu dépasses parfois un peu certaines limites aussi. T'es pas forcément cool ou agréable. Ce qui s'entend, évidemment, mais tes réactions prennent le dessus complètement sur la partie rationnelle, quoi. Même si j'ai ma pote qui me parle et qui m'écrit par SMS. Donc voilà, elle est là, enfin, entre guillemets, elle est vivante. Elle s'est fait très mal ce jour-là, mais moi, mon cerveau, il reproduit le même schéma, quoi. En tout cas, moi, ça a été le tilt un peu pour passer le cap. Les déclencheurs de Louise, eux, sont beaucoup plus corporels. Et là où je me suis rendu compte que ça avait un impact, sur moi, c'est que, j'ai jamais été très tactile. Vraiment pas du tout, pas du tout. À part avec, à chaque fois mes copains et en fait, dès qu'on me touche, quand c'est une autre personne que mon copain, il faut que je prenne énormément sur moi et ça me le fait moins maintenant. Mais au début, quand on me touchait, que ce soit à l'épaule ou qu'on me fasse un câlin, tout mon corps, en fait, se contractait. Je sentais une contraction énorme dans tout mon corps et un truc de gêne et comme si on m'empêchait vraiment de une peur. Je me sentais en danger. C'était vraiment ça. Quand on me touchait, je me sentais en danger. Mais sinon, c'est vraiment par rapport à un ressenti, ouais, corporel, que ce soit pendant des relations, sexuelles où tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'a fait repenser à ça et je retourne dedans. Ou quand c'est par rapport à mon père, quand par exemple quand on hausse la voix par rapport à moi. Quand il y avait des disputes avec, mes ex,
je criais sans problème et dès que la personne en face de moi hausse un peu plus la voix, directement ça me figeait, je pouvais plus parler, je me mettais, des fois même à pleurer parce que j'avais l'impression de retourner dans ce truc d'autorité, genre: «C'est mon père qui me crie dessus, cette personne a une influence sur moi», un truc vraiment de domination et tout de suite je me refermais et ouais, je perdais mes moyens. Le choc, il peut revenir au quotidien sous différentes formes, propres à chacun et chacune. Des flashs, des cauchemars, des sons, des lieux, des odeurs. Et ces déclencheurs nous font revivre une nouvelle fois le traumatisme, alors qu'en réalité, il n'y a aucun danger. Mais que se passe-t-il dans notre cerveau au moment d'un choc traumatique? Ce qu'explique Emmanuel Contamin, psychiatre spécialisé dans la thérapie des troubles post-traumatiques, dans son livre Les 5 cercles de la résilience, est qu'en cas d'événement traumatique, notre mémoire ne peut l'intégrer de façon normale, avec nos hippocampes. Ces deux petites structures au centre de notre cerveau sont comme un processeur qui organise l'indexage des souvenirs dans le temps et le contexte spatial, et le stockage de leurs différents aspects dans les différentes zones du cortex. Pour faire simple, l'hippocampe est une zone de notre cerveau qui gère la mémoire à court terme. Il fait des associations des différents détails qu'il reçoit et sélectionne les souvenirs à conserver. Il intervient également dans la mémoire épisodique, qui correspond à celle des moments personnels vécus, celle qui nous permet de nous situer dans le temps et l'espace et alors de se projeter dans le futur. Dans ce cas-là, l'hippocampe joue un rôle de récupération des souvenirs. Je reprends la citation d'Emmanuel Contamin. Quand l'expérience est traumatique, les hippocampes sont comme débranchés, et ce sont les amygdales, des petits noyaux situés en avant d'eux, qui prennent le relais. Elles sont comme des sentinelles ou des détecteurs de fumée qui vont associer toutes les perceptions de l'événement à des signaux de danger. La thérapie EMDR, qu'on peut traduire par désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, a été découverte par hasard par Francine Shapiro. Elle terminait à ce moment-là son doctorat en littérature anglaise à New York. Apprenant qu'elle développait un cancer, elle s'est alors plongée dans des recherches sur des techniques pour aider à gérer la relation corps et esprit. Et elle a fini par faire une thèse en psychologie. Ça, c'est créé dans les années. Elle date même, elle, exactement de 1987. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai retrouvé dans son bouquin, donc dans son manuel de MDR, exactement comment elle a trouvé ça. Alors, je me suis dit, je vais vous le lire. Un jour, comme je me promenais, je remarquais que les pensées perturbantes que j'avais disparaissaient soudain. Je réalisais aussi que lorsque ces pensées me revenaient à l'esprit, elles n'étaient pas aussi bouleversantes et ne m'apparaissaient pas aussi valides qu'auparavant. Mes expériences antérieures m'avaient appris que les pensées perturbantes tournent en général en boucle entre elles, c'est-à-dire qu'elles reviennent sans arrêt, encore, 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 jusqu'à ce que consciemment vous fassiez quelque chose pour les arrêter ou les changer. Et ce qui attira mon attention ce jour-là fut que les pensées qui me tourmentaient disparaissaient et changeaient sans effort conscient. Et là, il y a quelque chose, si je peux me permettre, de la thérapie EMDR qui touche vraiment un point essentiel, c'est le fait que les pensées puissent disparaître et changer sans effort conscient. Et donc, elle fait cette découverte-là pour elle-même. Et je continue de citer Shapiro. Elle dit, fascinée, je commençais à faire très attention à ce qui se passait et je remarquais que quand ces pensées venaient à mon esprit, mes yeux, spontanément, commençaient à bouger très rapidement d'un mouvement de va-et-vient vers le haut, en diagonale. À nouveau, les pensées disparaissaient et quand je les faisais revenir à mon esprit, leur charge négative était grandement réduite. C'est alors que je commençais à faire bouger mes yeux délibérément, tout en me concentrant sur une variété de pensées et de souvenirs perturbants,
et je découvris que ces pensées disparaissaient aussi et perdaient de leur charge. Donc là, tout simplement, ce qu'elle découvre, c'est que en faisant bouger les yeux, eh ben, il y a une charge émotionnelle qui peut diminuer. Et l'effet de bouclage, là, cette impression de devoir faire un effort pour penser à autre chose, était modifiée. C'est-à-dire qu'elle pouvait penser à autre chose, en quelque sorte, sans effort. La thérapie EMDR n'a finalement été reconnue que très récemment. En 2004, elle est reconnue par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. En 2007, elle est reconnue par la Haute Autorité de Santé. Et en 2013 seulement, elle est reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais alors, que se passe-t-il vraiment quand on bouge les yeux de gauche à droite? Alors là, c'est autre chose. C'est-à-dire, là, je dirais, on a parlé de comment elle a découvert ça, ou comment elle a expérimenté ça. C'est là la question que vous posez, c'est d'une certaine manière, c'est quel est le mécanisme physiologique qu'il y a derrière. Parce que ce qui est intéressant dans la thérapie EMDR, c'est le fait qu'il y a un mécanisme physiologique sous-jacent à ce qui se passe. L'hypothèse, une des plus probables, mais qui n'est pas non plus, je dirais, validée à 100%, c'est le fait que pendant le sommeil paradoxal, c'est-à-dire pendant qu'on dort, on a une phase de sommeil paradoxal, et à ce moment-là, il y a un moment où les yeux bougent de manière alternée, comme s'ils scintillaient en quelque sorte. Et on sait que le sommeil paradoxal, c'est euh, un moment où, en quelque sorte, notre cerveau digère les contrariétés et les perturbations émotionnelles qu'il a pu vivre dans la journée. Donc, on fait l'hypothèse que d'une certaine manière, quand on fait des mouvements oculaires, on reproduit de manière mécanique ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal. Comme on peut le lire dans un dossier de presse de l'association EMDR France, le EMDR permet de soulager la souffrance liée aux expériences de vie douloureuses ou traumatisantes. Si on voulait parler à l'EMDR, c'est le fait de proposer, d'une part, ce qu'on appelle, nous, une tâche d'attention double. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui la personne que je suis aujourd'hui qui pense à son passé. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'observation de ce qui se passe à un temps différent. Et le fait de ce qu'on appelle les tâches d'oscillation, c'est-à-dire le fait de faire des mouvements alternés, des mouvements alternés bilatéraux, c'est-à-dire de faire soit bouger les yeux de gauche à droite, soit, mettons, de faire avoir du tapping, ce qu'on appelle du tapping alterné sur les genoux, où on a aussi des petits vibreurs qui vibrent d'un côté ou de l'autre, ou aussi on utilise les sons. Ça peut vibrer, ça peut sonner d'un côté puis de l'autre. C'est ça qui caractérise le MDR, c'est l'utilisation de cette altérité corporelle pour mettre en chemin un mécanisme de guérison. À qui est destiné le EMDR? Alors au départ, Shapiro, elle a expérimenté sur elle et sur ses collègues. Donc, je dirais sur les petits, enfin, ce qu'on pourrait nous appeler plutôt les petits problèmes de la vie, mais qui sont parfois des gros problèmes, hein, parce que quand on s'entend pas avec un collègue, quand on est contrarié par ses voisins, quand il y a des disputes, je sais pas, voilà, entre des personnes, c'est pas des petits problèmes, c'est quand même des problèmes réels. Mais pour autant, c'était pas identifié comme des choses comme un traumatisme de guerre, par exemple. Okay, donc, le premier essai qu'elle a fait, c'est de dire c'était sur son entourage, où elle a vu que d'un point de vue émotionnel, on pouvait apaiser d'un point de vue émotionnel certaines situations, certaines pensées, certains souvenirs liés à certaines situations. Et là où Shapiro, je dirais, a eu un peu l'intuition, c'est que elle s'est demandé si le résultat qu'elle avait obtenu, elle pourrait l'obtenir avec des gens qui avaient vraiment vécu des choses très traumatisantes. Et elle est partie travailler, recruter comme patients des gens soit qui étaient des victimes de guerre, donc c'était des anciens du Vietnam, soit des victimes de viol.
Et là où elle a eu une intuition clinique qui était très forte, c'est-à-dire que tout de suite, elle a réussi à démontrer de manière rigoureuse et scientifique que avant et après le traitement, les gens qui avaient des syndromes de stress post-traumatique, en gros, étaient guéris à, je sais plus, 90 ou 95%, quoi. Donc l'amélioration de la symptomatologie, elle était rapide. Et assez rapidement, elle a eu la reconnaissance de la Société internationale de l'étude sur l'étude du stress post-traumatique. Donc la porte d'entrée, si vous voulez, l'intuition personnelle, c'est faite par les problèmes du quotidien et par son entourage. Et puis, ça a été vite testé, quoi. Testé je dis, sur des victimes de guerre, quoi. Donc, des gens qui font des cauchemars, ont des troubles de l'appétit, ont des flashbacks, des victimes de viol, il y a pas pire, quoi. Au-delà du stress post-traumatique, le MDR soigne aussi tous les symptômes qui y sont associés. Troubles du sommeil, irritabilité, anxiété, douleurs physiques, somatisation, état dépressif. Il peut également traiter les dépressions, addictions, attaques de panique, phobies, TCA, mais également la mémoire corporelle. Ça a été documenté, mais il y a un très bon livre là-dessus, Le corps n'oublie rien de Van der Kolk, où il explique très bien hein, qu'on peut avoir des souvenirs qui se modifient, des souvenirs qui vacillent. On peut même oublier certaines choses qui nous sont arrivées de manière consciente. Mais par contre, que lui, le corps a cette mémoire depuis, je dirais, la première cellule, hein, depuis donc in utero, de tout ce qui lui est arrivé d'un point de vue neurosensoriel. Et donc, avec le MDR, on peut travailler sur ces mémoires corporelles. C'est-à-dire qu'on peut travailler même sur des choses, des événements traumatiques qui se seraient passés in utero pendant la grossesse, l'accouchement, ou pendant la période, ce qu'on appelle nous préverbale, c'est-à-dire toute la période avant 3-4 ans, où en fait on a, en tant qu'enfant, oublié tout ce qui s'était passé en tant que bébé. Mais d'un point de vue corporel, tout ça existe encore, et tout ça est accessible par le corps. Comment se déroule étape par étape une séance en thérapie EMDR? L'idée, en fait, on va repérer trois, trois ou quatre éléments pour avoir des points de repère. Et donc, c'est là où il y a, je dirais, une certaine rigueur de travail. C'est-à-dire qu'on va demander au patient sur quoi il veut travailler, quel est le moment le plus difficile pour lui. On va lui demander s'il a des pensées vis-à-vis de ça, vis-à-vis de lui-même qui le gênent. Du style, je sais pas, je suis nul, j'aurais dû faire quelque chose, je suis bon à rien, etc. On va lui demander quel est son objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il préférerait penser de lui à la place. J'ai de la valeur, j'ai pu me défendre, je suis capable d'y arriver, je sais pas. C'est-à-dire en termes d'objectif. C'est-à-dire que c'est pas forcément que la personne y croit au moment où on lui pose la question, mais ça nous permet de se projeter. Et puis, on lui demande de se connecter à ses émotions, à son ressenti corporel. Et puis, on va travailler avec ça jusqu'à temps que jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de perturbation. C'est-à-dire, effectivement, jusqu'à temps que la perturbation soit égale à 0. On peut aussi mettre en place des outils psychocorporels de stabilisation émotionnelle, au cas où ce serait trop intense à gérer, que ce soit pendant la séance ou en dehors. Par exemple, le lieu sûr en est un. C'est un lieu que l'on connaît ou bien qu'on a imaginé, dans lequel on va pouvoir se plonger à tout moment si ça devient trop compliqué. Idéalement un lieu qui nous détend et dans lequel on se sent bien. Dans mon cas, à la fin de certaines séances EMDR assez intenses, pour éviter de trop y penser en dehors de la séance et du cabinet, ma thérapeute m'a parlé du contenant. En gros, c'est une boîte imaginaire dans laquelle je mets tout ce que je viens de dire et de vivre pendant la séance. Je ferme la boîte à clé et je la range dans un endroit bien particulier où personne n'ira la trouver. Au début, je ne prenais pas vraiment ça au sérieux et au final, je me suis retrouvée à utiliser cet outil notamment quand je n'arrive pas à dormir parce que je cogite trop. Dans ce cas-là, j'ouvre la boîte, j'y mets toutes les pensées qui me viennent, je la ferme à clé, je la range, et bizarrement, ça fonctionne plutôt bien.
Il faut parfois plusieurs séances pour traiter un seul souvenir, et ensuite le ou la thérapeute aide à associer à ce souvenir une pensée positive et plus adaptée. J'ai alors demandé à Julie et Louise comment se sont passées leurs séances, quelles étaient leurs appréhensions, leurs inquiétudes, ce qu'elles ont apprécié ou non, ou encore ce qui a pu les déstabiliser. Du coup, lorsque j'ai décidé de passer le cap avec ma psy et de faire ma première séance de MDR, étant donné que j'étais assez peu renseignée sur le sujet, j'y suis allée de manière assez légère. J'avais pas forcément d'attente. Je sais même pas vraiment si j'y croyais en soi. J'avais une appréhension, moi, mais c'est assez personnel, c'est plutôt lié au côté du deuil. J'avais un peu peur de laisser, de faire un travail un peu sur mon inconscient, mon subconscient, de faire un travail d'hypnose, parce que à ce moment-là, la douleur, c'est vraiment ce qui me rapprochait de mon ami qui n'était plus là. Donc je voulais pas être hypnotisée, avoir l'impression de l'oublier ou qu'on efface son souvenir de ma mémoire. Et puis finalement, ça s'est fait assez naturellement, ce qui est un peu particulier. En tout cas, les personnes qui ont déjà suivi un psy souriront peut-être à cette anecdote, mais lorsque je suis arrivée, elle m'a assise sur son fauteuil au lieu du mien habituel. Elle a pris une chaise, elle s'est mise devant moi et elle m'a sorti un bic, tout ce qu'il y a de plus classique, un bic noir, en m'expliquant qu'elle allait le faire bouger de gauche à droite, que j'allais devoir le suivre avec mes yeux et que j'allais laisser libre cours à mon esprit pendant ce qu'elle appelait un set, du coup, un enchaînement de ces mouvements. Et qu'à la fin du set, j'allais respirer et j'allais lui raconter ce qui m'était passé par l'esprit pendant cette minute, ces quelques secondes, et qu'on allait repartir de là pour le prochain set. Elle s'arrêtait sur un élément, un mot que j'avais dit, une expression, une chose en particulier sur ce que j'avais raconté à la fin de chaque set. Au début, elle m'a fait raconter d'un point de vue extérieur la scène qui est traumatisante pour moi. Elle m'a demandé de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et elle m'a demandé de la noter de 0 à 10, en m'expliquant qu'à la fin de la séance, on renoterait la manière dont je me sens par rapport à ce sentiment d'angoisse. Je le renoterais de 0 à 10 et que le MDR s'arrête lorsqu'on arrive au stade 0 ou lorsqu'on arrive au 1 qu'elle appelle 1 symbolique. Surtout pour les personnes en cas de deuil qui n'ont pas envie de dire je suis à 0 et donc cette situation est complètement oubliée. J'ai pas énormément de souvenirs de ce que j'ai dit pendant la séance. C'était hyper prenant. Je suis sortie vraiment fatiguée, mais une bonne fatigue, beaucoup plus légère, beaucoup plus apaisée à la fin. C'est impressionnant et elle me l'a dit d'elle-même à la fin, en me faisant la réflexion, en disant on a fait en une séance de MDR le travail de 10 séances de psy. Franchement, j'ai abordé tellement de sujets que je n'aurais jamais imaginé mettre sur la table. Je suis venue pour traiter une émotion et en fait, il y a toute une palette un petit peu de sentiments qui en est ressortie. Et j'ai abordé en tout cas beaucoup plus de sujets que ce que j'aurais imaginé au début. Et après, j'ai eu une longue période de calme où pour le coup, je n'ai ni vu ma psy sur des séances normales, ni vu pour des séances de MDR. En ce moment, je la revois pour des séances de psy plus classiques. Et je sais qu'il faut que je reprenne mes séances de MDR parce qu'à la fin de ma séance, je ne suis pas arrivée au 0 ou 1 symbolique, qui est l'objectif sur cette méthode-là. Okay. Donc, pour moi, le travail n'est pas accompli à 100%. On va dire qu'il est en cours. Mais en même temps, c'est assez impressionnant. J'ai eu besoin d'un peu de calme après la première séance. Louise a débuté les séances EMDR à distance, en visio, puis en physique. Et c'est de cette expérience en physique dont elle va nous parler. On a continué à faire avec du coup ce stylo, mais elle m'a également fait, alors je sais pas si ça fait partie de l'EMDR, sur le genou. Si, du coup. Ouais. Donc en fait, elle m'a fait les deux. L'exemple qui me vient le plus flagrant, enfin le souvenir qui me vient, c'est
par rapport à mon ex où il fallait que je visualise le moment qui m'avait le plus traumatisée, c'était, le moment où, j'étais seule dans mon lit et il m'avait annoncé qu'il m'avait, trompée et là c'était une horreur. Enfin, je sentais corporellement qu'il y avait vraiment, quelque chose qui était ancré en moi par rapport à ce souvenir et à ce moment-là et on a fait plusieurs séances sur celui-là et ce que j'ai ressenti, c'est que dès la première séance, c'est comme si, je ne vivais plus le traumatisme en lui-même parce qu'à chaque fois que j'avais le souvenir, je me replongeais en fait dans le moment et je revivais tout ce que j'avais ressenti, enfin, il y a tout qui revenait et petit à petit et ben, j'ai commencé, et je l'ai verbalisé comme ça parce que je viens de m'en souvenir à l'instant, de comme si je revivais le moment, mais en fait je le voyais dans un livre. Je subissais plus du tout, la situation, mais je sais que c'est arrivé, je sais que, bah, c'était là, je sais tout ce que j'ai ressenti, je me souviens de tout, mais je le subis plus et je le vois comme si c'était un peu un livre sur ma vie que je regarde et en fait, j'ai commencé énormément à de me détacher de ces ressentis, de ces traumatismes. Et je sais que je les ai, soignés dans le sens, vraiment corporel. Le trauma, je l'ai soigné. Personnellement, j'ai été suivie de façon régulière pendant 2 ans. Toutes les séances n'étaient pas des séances EMDR, en tout cas dans la pratique. Parfois, on discutait simplement de ce qui me passait par la tête, de ce qui faisait que je ne me sentais pas très bien en ce moment, pourquoi, quels avaient été les déclencheurs. Et puis j'ai fait une pause. Ça fait maintenant quelques mois que je m'attarde sur d'autres aspects de ma vie, que je vois d'autres professionnels pour d'autres sujets. Mais je sais qu'il va falloir que j'y retourne. Alors combien de temps ça prend, une thérapie EMDR? Sur le trauma simple, ce qu'on appelle le trauma simple, c'est par exemple quelqu'un, tout va bien, a des parents en or, il a un accident de voiture, c'est 10 séances, le protocole standard. Quand nous, ce qu'on appelle un trauma plus complexe, c'est-à-dire soit un problème qui a lieu plus tôt dans l'enfance, soit qui est lié à une relation pathologique en quelque sorte entre la mère et l'enfant, ou entre les parents et l'enfant. Bon, bah, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut quand même réussir à remettre de l'ordre en quelque sorte dans une relation qui était dysfonctionnelle et douloureuse. Est-ce que l'EMDR peut être utilisé en complément d'une autre thérapie? Vraiment, c'est très courant. Ça l'est un peu moins parce que les gens faisaient des thérapies. Souvent, ils avaient tout compris. Ils avaient fait soit de la psychanalyse, soit de l'hypnose, soit je sais pas, plein d'autres choses, quoi. Donc, ça les avait sûrement beaucoup aidés à avancer. Mais dans beaucoup de situations, la charge traumatique restait. Et donc, c'est très courant de voir des patients qui ont fait des thérapies auparavant et qui viennent finir en quelque sorte leur thérapie en faisant de l'EMDR. Et maintenant que le MDR est beaucoup plus connu, bah, en quelque sorte, les gens viennent directement faire de l'EMDR. Est-ce que les enfants peuvent faire de l'EMDR? Je dirais, on peut même faire en quelque sorte de l'EMDR au bébé qui est encore dans le ventre de sa mère, si on fait de l'EMDR à sa mère. Et puis, dès la naissance, oui, on peut faire l'EMDR pour tous les bébés qui ont eu des accouchements traumatiques ou des fois quand il y a eu des disputes pendant la grossesse, c'est très courant. Ou qu'il y a eu des violences médicales aussi, ça arrive. Et puis, avec le tout jeune âge, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très bonne plasticité cérébrale. Donc, les choses peuvent changer vite. Quel a été le après pour Julie et Louise? Qu'est-ce que l'EMDR a concrètement changé dans leur quotidien? Moi, j'ai vraiment vu le avant et le après le MDR, même avec une séance. Euh,
Elle m'a bouleversée, mais plutôt dans un sens positif parce qu'elle m'a vachement apaisée. J'ai beaucoup moins de réactions au trauma. Par contre, et ça explique aussi le fait que j'ai pas repris une séance tout de suite, ça me permet un peu d'enlever le côté choc et de me concentrer sur les émotions qu'il faut traiter plutôt du côté psychologue du coup. Ça m'a permis en tout cas de continuer mon chemin de deuil sans le côté colère qui prend le dessus, trauma, angoisse, etc. Ça me permet de me focus sur mes émotions sans avoir voilà, mon monstre, le choc qui rôde autour de ça. Ça m'a par contre pas non plus, c'est pas magique, ça m'a pas changé la vie. En soi, ça me demande quand même beaucoup de travail du côté psy par la suite. C'est pas en faisant d'ailleurs ni une séance, ni j'imagine toutes les séances possibles et imaginables que le problème se règle. Au contraire, ça m'a presque mis encore plus en face de mes soucis, de mes défauts, des choses sur lesquelles je dois travailler. Ça m'a pris un peu de temps pour le réaliser, mais par contre, je pourrais pas du tout faire le travail que je fais sur moi personnellement aujourd'hui si j'avais pas passé cette étape-là. Et du coup, pour moi, le MDR est complètement hyper complémentaire avec le suivi psychologique que j'ai. Je pense que ça demande un peu de courage de faire face comme ça aux choses qui nous ont traumatisés. Mais moi, je le recommande tout le temps autour de moi parce que je considère vraiment que ça m'aide à aller vers aller vers le chemin de la guérison. Et que c'était une étape clé que ma psy a compris tout de suite, mais que moi, j'envisageais pas du tout parce que pour moi, c'était normal d'être choquée. Voilà, après un deuil, c'est surtout le premier, surtout un accident, quelque chose qui s'est passé de manière brutale. Je pensais que ça faisait un petit peu partie du chemin classique. Mais en fait, ça a été un primordial pour moi par la suite, pour pouvoir continuer à avancer. La suite pour Louise, elle s'est imposée assez naturellement et c'est vers la psychanalyse qu'elle s'est tournée. Je pense que j'ai bien fait 6 mois avec elle. Au bout de ces 6 mois, je me suis rendu compte que j'étais un peu arrivée au bout et que, bah, je pouvais plus avancer, avec elle. Il me fallait plus, il me fallait autre chose et c'est lors d'un festival, bah, le festival sur la santé mentale, Facette, festival, où j'avais discuté avec une dame et qui m'avait dit: «Bah, non, là, le prochain step, du coup, c'est la psychanalyse» et à ce moment-là, je connaissais pas tellement et je me suis un peu plus renseignée et en fait, une de mes copines m'a motivée à commencer des séances en même temps qu'elle et c'est là où je me suis rendu compte que le traumatisme en lui-même, je l'avais, soigné, mais j'étais toujours pas passée à autre chose parce qu'il y a des choses que j'arrivais pas à comprendre et du coup, il fallait vraiment que je fasse ce premier travail de soigner le ressenti, vraiment le traumatisme en lui-même et qu'après, bah, je fasse avec quelqu'un d'autre. Moi, il fallait vraiment que je change de personne pour me rendre compte et pour, en fait, soigner l'autre partie qui était plus, ben, mon cerveau qui arrivait pas à comprendre pourquoi on m'avait fait ça, pourquoi j'avais subi ça, pourquoi j'arrivais pas à passer à autre chose, tout ça. Donc au final, moi j'ai continué et là ça fait 1 an et demi, donc au mois de d'octobre, ça va faire 2 ans que je suis en psychanalyse. Louise a eu besoin de plus, mais le MDR peut aussi largement suffire. C'est propre à chacun. Tout le monde n'est pas obligé de passer par plusieurs thérapies, plusieurs méthodes pour arriver au bout de son travail. Florent Léonard rassure tous ceux que ça effraie de se rendre si vulnérable et de devoir mettre des mots sur tout ce qu'on a vécu. En EMDR, ce n'est pas une obligation. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, je trouve, avec le MDR, d'une certaine manière, c'est qu'on n'a pas besoin de raconter. Je veux dire, le thérapeute, bien sûr, pour vous accompagner dans la démarche de soins, il a besoin d'une certaine manière quand même de, bon, qu'on puisse mettre un titre, quoi, en quelque sorte, à ce qui s'est passé, et puis, je dirais, de définir un objectif. Mais on n'a pas besoin d'ouvrir le dossier et de tout raconter. Et ça,
je crois, si je voulais passer un message là-dessus, c'est qu'il y a certaines thérapies, hein, où on vous demande, de poser un peu vos tripes sur la table et d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de ce qu'il faut comprendre. En EMDR, pas du tout. Vraiment pas du tout, quoi. On a besoin de Oui, le thérapeute a besoin de comprendre, comment vous vivez, quel âge vous avez, quel est le problème que vous voulez traiter et quel est votre objectif. Mais à partir du moment où on a défini ça, on en sait déjà beaucoup et ça peut se faire en quelques minutes, quoi. Parce que aussi, ce qu'on a remarqué, c'était que nommer et raconter les traumas active les traumas et que donc la perturbation émotionnelle qui allait en découdre était, vraiment parfois beaucoup trop élevée, quoi. Est-ce qu'on peut directement commencer son chemin thérapeutique par le MDR? Ce qu'a découvert, Francine Shapiro, c'était que non seulement il pouvait y avoir une baisse de certains niveaux d'anxiété, de stress, mais également que, le MDR permettait une certaine, ce qu'elle appelait reprocessing, c'est-à-dire une modification finalement, des perceptions et de la dynamique psychique. Et là où elle a voulu, je dirais, se démarquer, c'était que c'était pas simplement une technique en quelque sorte, c'était un modèle de psychothérapie. Et donc maintenant, bah, on fait des psychothérapies, je dirais, de A à Z en quelque sorte, quoi. Parce que déjà, normalement, vérifier ça, en tout cas, toutes les personnes formées à l'EMDR sont normalement psychologues ou psychiatres, donc c'est des gens qui ont déjà une connaissance de la relation humaine. Et je dirais, ils vont amener cette lecture en termes psychodynamiques pour pouvoir aider leurs patients au mieux avec cette lecture de l'EMDR. Donc bien sûr qu'on peut commencer une thérapie EMDR directement en quelque sorte. Mm. Comment trouve-t-on un thérapeute EMDR qualifié? Ah bah, les thérapeutes EMDR, il y a pas 36 solutions. Il faut aller sur le site de EMDR France. Là, vous aurez la liste des thérapeutes accrédités EMDR Europe. L'association EMDR Europe est elle-même adhérente de ce qu'on appelle la Global Alliance qui regroupe la plupart des pays dans le monde. Et ça regroupe en Europe 40 000 thérapeutes. Et donc, c'est là où vous avez les meilleurs critères de formation. Au moins, il y a une garantie de formation et de qualité, quoi, parce qu'on est très... Voilà, il y a des obligations de nombre d'heures, de supervision, de formation, etc., quoi. Donc là, et il y a une commission éthique à l'association EMDA France. Donc, si votre thérapeute ne vous plaît pas, vous pouvez toujours poser la question est-ce que ce qu'il me propose est bien dans le cadre de la thérapie et de l'éthique tel que, tel que ça devrait être pratiqué, quoi. J'aimerais terminer avec une métaphore que Julie a faite sur l'EMDR et qui m'a beaucoup parlé. Moi, la métaphore que j'utilisais souvent, c'est le feu, le choc, il y a tout qui se met à brûler. Le MDR, elle vient éteindre ce feu-là, mais derrière, bah, il faut reconstruire, quoi. Quand on entame une thérapie, il faut s'attendre à ce que ce soit long, parfois compliqué. Le chemin de la guérison n'est pas linéaire. Parfois, on a l'impression de monter de nombreuses marches en même temps, et certaines fois, au contraire, on a l'impression de reculer. Se trouver face à tout ce qu'on a toujours enfoui pour survivre et avancer, c'est difficile. Mais c'est plus que nécessaire pour se connaître vraiment, pour construire des relations authentiques et vraies, et pour finalement vivre mieux. Entamer une thérapie n'est en fin de compte que le premier pas, mais c'est aussi le plus important puisqu'il va vous aider à reconstruire, comme dit Julie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions ou des retours à me faire, n'hésitez pas à m'écrire sur le compte Instagram chez soi-podcast. À très vite.